Bonsoir à tous, on y est, ça y est, il est l'heure, il est 18h, nouveau numéro d'apéro pistache et littérature en très bonne compagnie ce soir avec Abel Quentin. Comment vas-tu? Très bien, Rémi, ça va très bien. Enfin, ça va très bien dans cette espèce de temps suspendu un peu bizarre. C'est clair, période chelou, c'est chelou, comme dirait Zao pour commencer dans la poésie. Hein, on y est, c'est un plaisir de te recevoir Abel parce que forcément, vous le savez, si vous suivez Let It Be, Abel Quentin, c'est le coup de cœur avec Sœur aux éditions de l'Observatoire. Pour être honnête, je l'ai même pas sous la main parce que je l'ai prêté. Tu vois. Donc voilà, les faits sont contre moi. Mais Sœur, voilà, on va en parler. C'est ton premier roman. On va longuement en discuter. Il y a énormément de choses à dire. Mais en attendant, hein, tu m'as tendu la perche, comme disait Renaud Lavillenie. Euh, le confinement, forcément. Comment occupes-tu tes journées d'auteur confiné? Comment ça se passe? Même si on espère que la fin est proche, hein, à l'heure où on s'enregistre, 22 avril, mais comment ça se passe? Comment tu fais? Oui, j'espère que la fin est proche, mais pas au sens Oui. apocalyptique du bouquin, quoi. Tu vois, parce que écoute, franchement, je vis ça comme tout le monde, en étant, je sais pas, en essayant peut-être d'en profiter, pour bouquiner plus que d'habitude, c'est pour ma part, pour écrire un peu. Je suis voilà dans une maison du côté du Finistère, dans le Finistère, et voilà, je fais partie des Parisiens qui se feront tondre à la Libération parce que on a quitté notre ville, mais ça se passe pas trop mal. Bon, ça, donc l'écriture déjà, donc on va revenir, hein, ce sera une des questions vers la fin, il y aura un scoop peut-être, est-ce que tu es déjà sur l'écriture d'un nouveau livre? On dit rien pour l'instant, on verra ça après le scoop, comme ça on maintient les gens, les vieilles techniques de publicitaires maudits. Et pour commencer doucement et pour apprendre à te connaître, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de ton parcours en dehors et dans l'écriture, de ce qui t'a amené vers l'écriture donc de ton premier roman? Mon métier, c'est d'être avocat, donc ça m'a pris pas mal de temps de me lancer en littérature, mais j'avais toujours un manuscrit dans le tiroir, que je travaillais depuis de très longues années, que je travaillais de loin, et avec l'idée un jour de publier un roman. Pour moi c'était quelque chose de vital. Ça m'a pris un peu de temps parce que c'est vrai que quand tu as pas t'as pas d'éditeur, donc t'es pas attendu, donc c'est une discipline qu'il faut s'imposer à soi-même, et je suis pas forcément la personne la plus disciplinée du monde, et puis peut-être que c'était trop tôt parce que ce que je faisais n'était pas satisfaisant, et donc donc j'ai écrit pendant des années autour de ce thème qui est celui de Sœur, qui est celui de l'attente du terrorisme, qui est celui un peu de la crise d'identité, de l'adolescence aussi, et j'écrivais autour de ce thème-là pendant des années, jusqu'à ce qu'il y ait un déblocage qui se fasse, une espèce de, comme ça, on tient notre trame, on tient ces personnages, ils sont tout à coup, ils sont plus incarnés, puis voilà, après, à partir de là, j'ai écrit, et j'ai trouvé un éditeur, et j'ai publié ce premier roman. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu l'évoques, est-ce que c'est ton métier qui a été un peu un détonateur pour aller vers ce livre, vers ce thème, ou est-ce que tu avais le projet en tête indépendamment de ce que tu peux faire dans ta vie professionnelle? En fait, j'avais déjà ce projet en tête. C'est un livre qui au départ racontait une radicalisation d'un jeune d'extrême droite, parce que j'avais envie de raconter comme ça une trajectoire de quelqu'un de lambda, donc plutôt d'un garçon au départ, qui tout à coup rejoignait une mouvance radicale, et dans mon premier jet, mon premier manuscrit, j'ai traîné un peu comme un boulet pendant des années. C'était une histoire qui était plutôt inspirée qui parlait plus de la mouvance identitaire, un peu des néo-nazis, et c'était inspiré d'un truc qui s'est passé en France en 2002, qu'on a un peu oublié maintenant parce que c'est un petit peu c'est très ancien. C'était la tentative d'assassinat contre Jacques Chirac par Maxime Brunery, qui est
un jeune garçon qui va tirer la bande de long rifle sur Chirac alors qu'il remonte sur le command-car les Champs-Élysées. Et donc il a manqué son coup, il a été arrêté et il a été incarcéré. Et pendant son incarcération, il a écrit un bouquin un peu de repentance dans lequel il racontait comme ça sa trajectoire, avec et qui est un livre que j'avais lu et parce que ça m'intéressait et ça m'avait comme ça inspiré un premier jet d'un garçon qui est tout sauf un psychopathe, mais qui parce que il va connaître une déception amoureuse, parce que il n'est pas se sent pas à sa place dans le monde, qu'il a besoin de se trouver un clan, qu'il a besoin de se trouver comme ça qu'il a besoin de s'inventer un personnage un peu plus un peu comme ça sulfureux, il va devenir voilà un Andrei Breivik quoi. Sauf que Andrei Breivik à mon avis est plus un psychopathe et quelque part ça m'intéresse moins du coup, alors que ce garçon avec une espèce de trajectoire qui racontait aussi pas mal de choses de notre époque, peut-être d'une quête de radicalité qui a toujours été celle d'une frange de la jeunesse, mais qui s'exprime peut-être plus violemment à notre époque qu'à des époques passées. Et donc j'étais parti là-dessus. J'étais même pas avocat à ce moment-là, mais simplement c'est vrai que quand je suis devenu avocat, j'ai commencé à défendre des jeunes dans quelques dossiers à qui il était reproché d'avoir essayé de rejoindre les rangs de l'État islamique. Et ça a été aussi ça m'a aidé à avancer parce que j'étais à un moment où j'avançais pas dans ma trame, j'arrivais pas à terminer mon livre. Et je me suis dit à ce moment-là, tu vas parler d'une fille, c'est peut-être plus intéressant. C'est peut-être plus difficile, mais il y a une spécificité aussi de cette radicalisation de très jeunes filles. Et tu vas pas parler d'une jeune néo-nazie, tu vas parler d'un fait qui est peut-être plus qui est moins un épiphénomène aujourd'hui, je dirais, qui est la radicalisation islamiste, parce que c'est vrai que les tentatives d'attentats de néo-nazis, il y en a toujours eu, il y en aura probablement encore, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu plus marginal. Encore, je dis ça, il y a eu des projets d'attentats venant de l'extrême droite en France récemment, mais c'est vrai qu'il y en a eu par exemple plus en Allemagne dans les années très récentes, avec c'est une vraie résurgence de la mouvance néo-nazie, alors qu'en France on a surtout vu ces centaines de jeunes qui pendant dans les récentes années ont basculé quoi, en venant d'horizons très divers. Et c'est ça que je voulais aussi explorer, c'est que c'est que cette fille, qui est mon héroïne, donc qui s'appelle Jenny Marchand, elle vient d'un milieu qui est un milieu totalement assez neutre quoi, socialement, culturellement, voilà. Et justement, transition magnifique pour commencer à parler donc de Sœurs. Rassurez-vous, ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous inquiétez pas, on ne va pas dévoiler les éléments cruciaux de la fin du livre. On va vraiment parler du contexte, parler de ce qui t'a poussé à écrire sur ce thème, de tout ce que tu as injecté pour construire cette histoire. Et il y a énormément à dire, donc vous inquiétez pas, on va s'amuser. Et donc la transition elle est toute trouvée avec ce que tu nous dis là. Ton livre parle de beaucoup de facettes de la société, énormément, on va y revenir, économique, la facette politique, la facette forcément religieuse. Avant de décortiquer tout ça, est-ce que tu peux nous dire finalement en quelques mots l'histoire, ton personnage principal, donc Jenny, une jeune fille de 15 ans, est-ce que voilà, tu peux nous présenter en quelques mots pour permettre à ceux qui l'ont pas encore lu d'être dans le contexte? Ouais, c'est pas assez, comme tu dis, c'est pas évident parce que c'est vrai que j'ai voulu faire un bouquin qui soit aussi un peu un polar, qui est un genre que j'aime bien, et bon, il y a un petit peu de suspense, j'espère. Donc j'ai essayé de pas trop le déflorer, mais l'idée c'est qu'en effet ce livre raconte l'histoire d'une fille qui a 15 ans qui s'appelle Jenny Marchand et qui va connaître un certain nombre d'humiliations qui sont à la fois liées à son caractère très solitaire, à une espèce d'inadaptation qu'elle a, qui la caractérise, et aussi à la cruauté de camarades de collège qui à un moment donné vont jeter en pâture sur les réseaux une vidéo un petit peu humiliante d'elle. Et donc à ce moment où cette fille va être dans un début de dépression très profonde, elle va
avoir des idées extrêmement noires. Elle va être approchée par une recruteuse alors une recruteuse de l'État islamique serait un bien grand mot parce qu'elle elle appartient pas directement à l'organisation terroriste, mais en tout cas qui est proche, qui en tout cas épouse totalement les idées de l'islam radical, de l'islam violent. Et donc cette fille va savoir trouver les mots pour pour la recruter et en faire une bombe à retardement. Et donc cette fille qui donc vient d'un milieu c'est une fille qui vient de la classe moyenne, ses parents sont pas particulièrement religieux, sont très éloignés de l'islam de façon générale, et elle va tout à coup trouver une radicalité dont elle avait besoin. Elle va trouver aussi une famille, elle va se trouver des amis, et elle va trouver dans un projet de mort un sens à sa vie. Quoi. D'accord. Et justement, ses parents reflètent très bien l'aspect économique, on va dire, du livre. Donc, c'est des gens Ouais. de ce qu'on pourrait appeler la France périphérique, comme l'a théorisé voilà, Christophe Guilluy, Ouais. ni très riche, ni très pauvre. C'est cette France moyenne qui concerne énormément de gens. Mm. J'ai l'impression que ces dernières années, c'est une vraie tendance en littérature en France d'aller vers ces gens-là, pas les plus pauvres, mais des gens qui quand même, pour qui Ouais. les fins du mois sont dures. Je pense à leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, qui a eu le Goncourt. Je pense au livre d'Édouard Louis. Je pense au Faux départ de Marion Messina. Houellebecq, un peu le fer de lance de cette France-là. Pourquoi toi tu as choisi des personnages issus de cette couche sociale-là, alors que malheureusement la radicalisation frappe toutes les couches de la société? Bien sûr, parce que je dirais que la classe moyenne, c'est la classe dominante, en tout cas en nombre, et donc quelque part, il était en effet étonnant que peut-être notre littérature ne s'y soit intéressée que marginalement, alors que les gens qui sont qui ne payent pas l'ISF, qui sont bien loin de payer l'ISF et qui pour autant ne touchent pas le RSA, c'est une immense majorité des Français, et c'est vrai que la littérature, peut-être par goût par envie, enfin par goût de l'épique, de l'épopée, et c'est bien normal, va s'intéresser plus facilement à des histoires, à des trajectoires soit extrêmement misérables, soit au contraire à ce qu'on va appeler les ultra riches. Et il y a, t'as raison, c'est vrai, une tendance, un regain d'intérêt pour cette classe qui a longtemps été invisible, qui a retrouvé une visibilité avec le mouvement des gilets jaunes, même si les gilets jaunes, c'est quand même des classes, il y avait dans les rangs des gilets jaunes pas mal de classes populaires ou de classes très modestes, mais c'est vrai que c'était une façon aussi de montrer voilà, de pas être dans une explication trop sociologique de ce phénomène du djihadisme. Il y a pu avoir une tentation chez certains observateurs, finalement, de résumer la radicalisation djihadiste à une espèce de conséquence comme ça immédiate de la misère sociale, et finalement c'est parce qu'on n'aurait pas accès à l'emploi, c'est parce qu'on serait tanké dans des cités en déshérence que on se tournerait vers l'islam radical. Or c'est plus compliqué que ça, hein, et ça touche des classes moyennes, ça touche même des classes aisées d'ailleurs, hein. Et il y a pas mal de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Je pense alors un livre que j'ai pas lu, mais dont j'ai lu pas mal d'articles d'Hugo Micheron, qui est un chercheur qui a fait pas mal parler de lui récemment, et qui a montré que l'ancrage géographique du djihad en France, ça recoupe certainement pas seulement les quartiers populaires, les ZEP. Donc ça, voilà, il y a l'explication de ce phénomène ne peut, à mon sens, pas être seulement n'est pas seulement économique. Il y a quelque chose de plus. Et c'est intéressant parce que c'est une explication qui va à rebours de ce qu'avait dit même Thomas Piketty,
qui avait fait cette interprétation, cette espèce de corrélation entre la radicalisation et la pauvreté. Il parlait de Ouais, jeunes désespérés, alors que la trajectoire de certains terroristes a montré que c'était pas tout le temps le cas. c'est Et pas tout le temps. effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Et justement, c'est l'aspect politique aussi de Sœur, où il y a ce duel hein, entre un président et un ministre, Ouais. qui est un duel qui est très marqué. Est-ce que, d'après toi, et dans le roman, mais aussi finalement dans la vraie vie, disons, euh, l'impact du politique, est-ce qu'il est marqué sur le destin de ces adolescents qui se radicalisent, ou est-ce que c'est hors de contrôle pour nos gouvernants? Alors, moi, je raconte l'histoire d'une fille, donc je peux pas, je suis bien incapable d'avoir une réponse tranchée sur des sujets aussi complexes que cela. Et mais l'impression que j'ai, c'est que euh, il peut pas y avoir de réponse politique efficace à court terme. Je veux dire, c'est quand même un phénomène sur lequel, en effet, euh, les, les, les politiques publiques n'ont pas une prise immédiate. Il y a peut-être une naïveté de penser, par exemple, que en créant des programmes de déradicalisation, notamment en prison, mais même en amont de la prison, je dirais, on pourrait comme ça détourner les jeunes de l'islam radical. Je pense, enfin, je pense que c'est un peu naïf que de le penser et, et justement, en parlant des politiques, puisque dans mon bouquin, comme tu disais, il y a un personnage de président de la République et un ministre de l'Intérieur qui aborde d'ailleurs la question de façon assez différente. Je voulais un peu montrer le décalage, le côté hors sol un peu des politiques et le décalage entre le plus haut niveau de l'État, où on doit prendre à bras le corps ces questions-là, et le quotidien d'une fille. Et les deux niveaux de dialogue, et sans trop en dire sur le reste de l'intrigue, les deux niveaux ont vocation à se rencontrer, quoi. Enfin, c'est pas une intrigue, c'est pas deux intrigues parallèles, quoi. Et obligatoirement, on va aller hein, vers la question de l'embrigadement, de la radicalisation. Tu m'as fait naître là une autre question sur celle que je voulais te poser. Donc, Vas-y. le premier volet, c'est tu parlais tout à l'heure de la figure de l'engagement chez les jeunes, un engagement Ouais. qui est là et mortifère, mortel. Mais est-ce que alors, c'est peut-être un pont qui est fragile, mais il vaut ce qu'il vaut. On tente quelque chose. Est-ce que cet engagement poussé à l'extrême, c'est pas aussi celui d'une certaine manière d'une Greta Thunberg, par exemple? Un engagement qui repousse toutes les limites qu'on avait pu connaître jusqu'à présent et qui va loin, parfois peut-être trop loin d'ailleurs, dans le positif comme dans le négatif. Est-ce que tu penses que c'est la même chose? Je trouve que non, mais c'est une très bonne question parce que c'est vrai que Greta Thunberg quelque part pour moi c'est le versant lumineux de cette soif de radicalité. Alors je suis pas en train de dire que c'est pas Jeanne d'Arc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses critiquables euh, dans le comme ça cette espèce de montée en épingle qu'on en a fait, quoi, puisque elle a été présentée comme celle qui allait sauver la planète et c'est sûr que j'entends que ça pouvait être un peu frustrant pour des chercheurs du GIEC qui travaillent sur ces questions pendant des années. Puis tout à coup, il y a une adolescente, c'est un peu bankable, c'est un peu voilà, en plus, elle souffre d'autisme et donc ça tout de suite c'est la passionnariat parce qu'on a besoin comme ça d'images un peu fortes que la machine médiatique attendait pour que finalement la lutte contre le réchauffement climatique ait un visage. Peut-être qu'il n'avait pas de visage avant. Et c'est vrai que il y a chez cette fille une forme de radicalité parce que ce qu'elle a, quand elle prenait la parole à l'ONU, etc., c'était pour dire je veux pas qu'on se paye de mots, je veux pas de demi-mesure, je ne veux même pas écouter vos explications d'adultes finalement, de politiciens elle se mettait en rupture face aux politiciens, mais aussi dans une rupture générationnelle face à la génération du dessus qui s'accommodait, qui essayait de finalement ménager l'efficacité économique et la lutte contre le réchauffement climatique. Et elle était dans une espèce de position d'intransigeance. Et l'intransigeance, c'est vrai que c'est je vais dire une banalité, mais c'est le propre de la jeunesse. Enfin, en tout cas, de l'adolescence, c'est peut-être un âge d'intransigeance et Jane Marchand, elle est intransigeante, quoi. Elle est intransigeante, mais pas à la Greta Thunberg, évidemment. Pour elle, ça doit plus se régler à coup
à coups de Kalachnikov ou de bombes à fragmentation, quoi. Et justement, c'est le deuxième volet hein, de cette question. On a abordé le côté lumineux de la force, on va dire. Et pour le Ouais. côté obscur, l'adolescence a toujours été, ou en tout cas depuis longtemps, est une période charnière dans la vie qui peut amener effectivement parfois vers des comportements néfastes. Ça peut être artistiquement d'ailleurs, avec par exemple le courant grunge qu'il y avait dans les années 80-90. Il y a toujours cette attirance pour quelque chose de plus sombre. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec la figure de la radicalisation, qu'elle soit du côté de l'islam ou ailleurs d'ailleurs, hein, c'est pas propre à cette religion-là. Est-ce que tu penses qu'on a franchi un cap dans la volonté de destruction et parfois même d'autodestruction? Moi, j'ai l'impression, enfin, et c'est un constat que tout le monde fait, quoi. C'est que il me semble que ces dernières années, en Occident, en tout cas en France, il y a un niveau de violence, un seuil de tolérance même vis-à-vis de la violence qui s'est considérablement élevé parce que il y a eu coup sur coup une vague d'attentats terroristes qui a commencé en 2012 avec l'affaire Mera, ensuite des mouvements sociaux de quoi qu'on en pense qui parfois basculaient dans la violence. Je pense à une certaine frange des gilets jaunes. Je pense même à voilà, des mouvements très classiques comme les manifestations pour les retraites, etc. Où ce genre de manifestations qui ont pu se dérouler, je pense, plus ou moins normalement dans le calme pendant des années, on s'est finalement habitué à ce que y ait des dérapages violents, qui est des dérapages policiers aussi, enfin, avec une violence policière qui est indéniable, et on s'est presque accoutumé à des vidéos de baston, des vidéos de violence, des vidéos d'immeubles qui crament dans des grandes villes de notre pays, tout ça. Et c'est vrai que pour revenir sur un peu le contexte de la pandémie, moi c'est vrai que je voyais pas l'apocalypse venir entre guillemets du côté sanitaire sous la forme d'une pandémie. C'est vrai que il y a eu tellement de mouvements sociaux et politiques qui ont basculé dans un degré de violence de plus en plus accru ces dernières années que je m'attendais davantage à ce que ça débloque de ce côté-là, quoi. Oui, c'est sûr que c'est intéressant hein, cette résurgence là de violence. Et d'ailleurs, quelle que soit la revendication, parce qu'on voit aussi dans des mouvements d'extrême gauche, dans des mouvements d'extrême droite, il y a une répartition presque égale entre les volontés, Exactement. les courants, les idées. Et puis même verbal en fait, c'est-à-dire que dans pour moi il y a une baisse de la civilité, quoi. C'est-à-dire que même les politiques, la manière dont ils vont s'haranguer, la manière dont ils vont avoir recours à l'attaque à nominem, où ils vont balancer des vidéos trash sur internet pour éliminer un adversaire, tout ça c'est des choses qui sont finalement assez banalisées, quoi, aujourd'hui, Mais je trouve. c'est ce qui est assez terrible dans ton roman, justement, c'est que d'une certaine manière, tu offres un miroir déformant de la réalité parce que on est dans la fiction, mais il y a quand même une frontière qui est très mince. On voit la société, on voit notre société, on voit les personnages politiques, on les devine presque Ouais. physiquement. Et pourtant, ce miroir déformant, bah, dans ses excès, il fait rire, mais il fait rire jaune. Parce que on se dit, mais il a rien inventé, ce gars. Il a rien inventé, et c'est assez terrible comme Non. constat. Ouais, enfin, ce que je décris, c'est une époque, c'est une époque qui est, c'est une époque sans Dieu, c'est un monde sans Dieu. Pour moi, c'est quelque chose qui était central dans mon écriture, c'est que probablement que c'est mieux à mains égards qu'on soit dans un monde, dans une société sécularisée, une société où il n'y a plus de religion, mais religion au sens très large, c'est-à-dire que j'inclus là-dedans religion laïque, quoi. Le nationalisme, c'était une forme de religion laïque qui a échauffé les esprits pendant des décennies en Europe, et qui a d'ailleurs conduit au pire. Mais c'est vrai que le monde de Jenny Marchand, c'est un monde
individualiste, de consommateur, de consommateur individualiste postmoderne, dans lequel il est difficile de trouver du sens, je trouve, et que ça crée des personnages, ça crée de la violence, ça crée aussi des personnages violents, et ça crée pas mal de souffrance, quoi. Absolument. C'est une perte de sens, c'est presque une perte de réel. J'ai eu la chance d'être avec Guillaume Cyr il y a quelques semaines. Ouais. On parlait notamment de son roman réel, où il a travaillé sur la figure de la télé-réalité, avec un personnage très proche d'ailleurs de Jenny. Ouais. Et la question du réel, finalement, j'ai envie de te la poser aussi, c'est que Jenny, elle semble être dans le monde de nos ados, mais un monde où le réel est vraiment mis à distance, la télé-réalité. Il y a les réseaux sociaux qui passent par là, et forcément, le rapport à la mort, il paraît déjà un peu plus édulcoré. On est presque dans Call of Duty, quoi. C'est quasiment un jeu vidéo où on se dit, mais finalement, ça semble moins palpable que ce qu'on a pu connaître avant. Et là encore, comment tu as réussi à travailler cette question-là du rapport au réel chez les plus jeunes d'aujourd'hui? Ouais, exactement. Guillaume Cyr, il a un personnage presque à la Loana, et et quelque part, mon héroïne, elle aurait pu tout aussi bien candidater à un jeu de télé-réalité, parce qu'elle a aussi, elle est ultra narcissique, et que je pense que il y a aussi dans tous ces passages à l'acte violent, quel qu'il soit, qu'on soit chez les néo-nazis, les islamistes radicaux, où qu'on soit, il y a une dimension narcissique, je pense souvent, besoin d'être sous les feux de la rampe, besoin de s'inventer un personnage qui est plus intéressant que soi, le besoin d'exister à travers les autres. Donc il y a cette dimension-là, et puis il y a aussi une dimension qui est liée aux nouveaux moyens de communication et aux réseaux sociaux, qui est une perte du sens du réel, c'est certain. Et c'est certain que je le décris en monnaie dans mon bouquin. Il y a un jeune garçon qui est sur Zone, donc lui qui est en train de discuter sur Skype avec l'héroïne, et qui raconte son quotidien à Raqqa, donc de sniper. Et en fait, quand il décrit la traque d'un adversaire dans les ruines d'une ville, il va décrire ça comme s'il racontait une partie de Call of Duty. Comme s'il racontait une partie de GTA 3 ou de n'importe quel jeu vidéo, parce qu'il est aussi biberonné à ça, et que mon héroïne, elle est biberonnée à ça, et que quelque part, ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est l'espèce de décalage entre une vision totalement moyenâgeuse d'une religion, et puis la dimension millénariste de l'islam radical, où on se réfère à des textes malgré tout, on se réfère à à des croyances extrêmement anciennes pour justifier l'abominable, et en même temps tout ça est mélangé avec de la postmodernité, avec la dimension narcissique des réseaux sociaux, avec tout ça, quoi. Et les deux se mélangent, quoi. C'est pas on est Jenny Marchand qui regarde 8 heures de Netflix toute la journée et qui est sur Snapchat, et on devient une Sonne du califat, totalement en rupture avec son temps. Non, on continue en même temps à être celle qu'on était avant, qui est en train de regarder combien de likes elle a sur son Instagram, quoi. Et je pense que l'un ne remplace pas l'autre. Il n'y a pas un personnage qui remplace l'autre. C'est une espèce d'hybridation que j'ai voulu montrer, qui je pense correspond à la réalité dans pas mal de cas, quoi. Et tu penses que de fait cette perte de réel, est-ce que c'est un moteur de la radicalisation, un moteur qui pourrait expliquer aujourd'hui la radicalisation de certains jeunes qui ont peut-être pas forcément conscience de ce qu'ils ont? Ouais, je pense parce que souvent déjà le recrutement, là où le terrorisme a muté dans les dernières années, c'est que en tout cas le terrorisme djihadiste
c'est qu'il ne passe plus très peu par la case mosquée ou par des salles de prière clandestines ou par des discussions face à face réelles. Il passe énormément par Internet. Il s'est fait sur Internet, et notamment les jeunes qui sont partis quand l'État islamique avait encore un territoire et qu'on pouvait encore s'y rendre, étaient très souvent recrutés sur Internet. Et c'est vrai qu'il y a une dimension totalement irréelle parce qu'on peut facilement s'inventer un personnage. C'est-à-dire prendre un nom de guerre, ce qu'ils appellent une kunya, et puis tout à coup aller parler avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres en Syrie, sur zone, et chacun et qui raconteront aussi ce qu'ils ont bien envie de raconter de la réalité. C'est-à-dire que moi je me souviens de dossiers défendre une jeune fille, et quand on voyait ces discussions sur Skype avec les filles qui l'ont recrutée, elle était dans une naïveté totale, quoi. C'est-à-dire qu'on lui faisait croire qu'elle allait mener à Raqqa une vie assez dispendieuse dans des villas avec piscine qui avaient été réquisitionnées, et que oui, il y avait des combats, mais que tout ça était quand même très très à la marge, très marginal, et que finalement c'était sans danger. Donc et ça c'est permis évidemment par les réseaux sociaux, par ces discussions qui sont assez superficielles et mensongères aussi, quoi. Ouais. Et une dimension aussi très intéressante, hein, du roman, et qui est au cœur, c'est ton personnage principal, c'est la dimension de la féminité. Parce que mine de rien, peut-être qu'on pense par erreur le terrorisme comme quelque chose de très masculin, de très viril, et pourtant, tu le montres. Là, actuellement, je suis en train de lire le roman La dictatrice de Diane Ducré, qui, d'une certaine manière, est dans la même démarche, Ouais. de dire le comportement dictatorial n'est pas l'apanage des hommes, et son Non. personnage, il est super intéressant pour ça. Et toi aussi, de fait, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir parler d'une femme, tu l'évoquais, hein, tout à l'heure, à utiliser une jeune fille? Est-ce que finalement c'est parce que statistiquement il y en a de plus en plus, ou tu voulais prendre quand même quelque chose qui reste à la marge? Factuellement, on en est où sur la répartition? Bah, je trouvais que c'était intéressant parce qu'en effet, assez marginal, en tout cas, c'est vrai que dans les noms tristement célèbres qu'on a vu s'afficher dans nos journaux depuis l'affaire Mera, c'est beaucoup d'hommes, hein, c'est sûr. Mais on s'est aussi aperçu que les femmes pouvaient être violentes. Et là-dessus, il y a eu un événement qui a vraiment changé le regard des autorités françaises sur la question. C'est en 2016, il y a trois jeunes filles qui essayent de faire un attentat à la bonbonne de gaz en automne 2016 devant Notre-Dame. Et à ce moment-là, les autorités vont un peu changer de braquet, c'est-à-dire que les jeunes filles qui étaient considérées un peu comme des victimes de façon automatique, étaient forcément manipulées, et donc qui, lorsqu'elles se faisaient arrêter, étaient jamais incarcérées et étaient un petit peu infantilisées dans le regard même judiciaire qu'on avait sur elles. Bah là, on s'est aperçu qu'elles pouvaient elles-mêmes recruter, elles pouvaient elles-mêmes porter un discours et des actes extrêmement violents, et en même temps je pense que leur radicalisation est quand même différente. Elle va peut-être utiliser d'autres biais, puisque la femme n'est pas valorisée de la même manière. Donc je voulais raconter ça, je voulais décrire aussi une bande de filles. Ça me plaisait assez de décrire une bande de filles qui sont évidemment un peu flippantes, mais qui sont aussi attachantes, quoi, qui sont des filles qui ont un peu une espèce de gouaille de cité, un peu assez marrante, qui sont aussi, qui roulent des mécaniques, mais au fond qui sont aussi hyper romantiques, quoi. C'est aussi des gamines de 16 ans qui ont envie de rencontrer un peu un prince charmant, et alors sauf que pour elles, leur prince charmant, et ça doit être un moudjahidine qui est à Mossoul ou à Raqqa, mais elles ont leur âge, quoi. Elles sont très jeunes. Ouais, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est une question centrale. Alors là encore, c'est peut-être une réflexion un petit peu tirée par les cheveux, mais euh, ça questionne vraiment le modèle. Disons, je vais prendre des pincettes pour pas dire de bêtises, mais peu importe, on discute, c'est l'apéro. Ça Ouais, questionne c'est le même modèle, bouteille, mais c'est là. Bon. ça questionne le modèle féministe de la femme forte. Parce que la femme, elle peut être forte aussi dans les excès. Et il y a un film formidable qui, cette année, a traité aussi cette question, c'était Papi Chat,
sur la question du retour de l'islam radical dans les années 70-80 en Algérie. Et il était formidable celui parce que c'était un petit peu la même structure que ton roman. Il y avait une bande de filles dont l'une voulait devenir créatrice de mode, organiser un défilé. C'était au moment du retour de l'islam radical. Et parmi ses copines, certaines vont retomber dans l'islam, vont remettre le voile, réadopter ces comportements-là. Et ça questionne tout ça. C'est à la fin, je suis sorti de la salle en me disant, mais finalement, le féminisme, il se situe où? Il se situe dans celle qui refuse cette forme d'oppression ou celle qui l'accepte, parce que finalement, elle est tout aussi puissante en acceptant ça. Elle reste maîtresse de sa propre oppression. Donc c'est crucial comme question et complexe, d'autant plus à notre époque. C'est très complexe, et d'ailleurs quand il y a eu le débat sur le voile intégral en France il y a quelques années, il y avait on entendait aussi des jeunes filles, alors peut-être qu'elles étaient minoritaires, j'en sais rien, je connais pas assez de détails de cette question, mais qui disaient mais foutez-nous la paix, moi ce que vous voyez comme un vêtement d'oppression, avec vos raisonnements finalement infantilisants d'hommes progressistes, moi je considère que c'est un choix, c'est un signe d'appartenance culturelle, voire même ça peut être, et c'est ce que je décris un peu dans mon livre, c'est une manière aussi de mettre à distance le regard des hommes, le regard sexualisé de l'homme, et comme ça de s'acheter, c'est aussi une armure. Enfin, c'est en tout cas mon héroïne, c'est comme ça elle se trouve pas très jolie, elle est pleine de doutes. C'est pas une fille, c'est vraiment pas une hit girl quoi. Et quand elle met son alors elle porte pas le voile intégral, mais quand elle met son hijab et son jilbab, c'est-à-dire quand même un vêtement qui est extrêmement couvrant, elle a l'impression que elle se dérobe un regard au regard d'autrui, et c'est une fille qui souffre du regard d'autrui. Donc c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des avis tranchés ou de résumer par exemple le voile à un vêtement d'oppression qu'il faudrait qui est forcément comme ça un moyen de patriarcal d'enfermer les femmes, parce que ça peut être aussi quelque part une servitude un peu choisie quoi. Bien sûr, toute cette complexité-là. Pour revenir un petit peu plus à la substance littéraire, la question évidente de tes inspirations. Alors, à la lecture, j'ai pensé au Carrie de Stephen King. Cette jeune fille qui était repoussée, qui avait un désir de vengeance terrible. J'ai pensé au Elephant de Gus Van Sant côté cinéma. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont guidé dans la construction de ton roman, ou est-ce que c'est venu comme ça au fil de ce que tu voulais raconter, sans penser forcément à des auteurs ou des bouquins? Ouais, bien sûr. Alors côté littérature, c'est vrai que le livre peut-être auquel j'ai pensé plus tôt dans mon écriture, c'était un bouquin qui s'appelle qui est un bouquin de Charles Forsyth, qui est un auteur anglais, qui s'appelle, et là j'ai un trou, c'est un livre, bref, c'est un roman qui raconte, c'est Le Chacal, excuse-moi, Le Chacal, qui en plus a été adapté, qui a même été donné lieu à plusieurs adaptations cinématographiques. Le Chacal de Forsyth, en fait, c'est le projet d'un attentat contre le général de Gaulle. C'est assez inspiré du petit Clamart, et donc c'est un tueur à gages qui est engagé par l'OAS pour tuer le général de Gaulle. Et il y a une super ambiance qui est une ambiance vraiment de polar politique dans un Paris un peu en noir et blanc, et une écriture vraiment au cordeau. Enfin, c'est vraiment un super bouquin qu'il faut, je pense, relire, parce que c'est vrai il est peut-être un peu tombé dans l'oubli, mais ça se lit très bien. Et c'est vrai que j'avais bien aimé un peu cette ambiance noire, quoi. Et l'idée aussi du régicide moderne, quoi, qui est de s'en prendre au président de la République, qui est probablement l'acte le plus spectaculaire qu'on puisse faire, surtout dans un pays un peu de monarchie républicaine comme la nôtre. Et donc ça, c'est un bouquin qui m'a inspiré. Côté cinéma, c'est vrai que Elephant, je l'avais peut-être un peu en tête, où il y a un autre film aussi dans la même veine, c'est-à-dire sur ces crimes de masse dans les écoles aux États-Unis, We Need to Talk About Kevin. C'est le même genre de profil, quoi. C'est
ces jeunes collégiens, lycéens américains, souvent un peu celui qui un peu le passe-muraille, qui a pas forcément trop de copains, qui un jour va débarquer avec une arme automatique et faire un carnage. C'est un phénomène très américain. En tout cas, la tuerie de masse dans les écoles. Mais voilà, quelque part, je pense que Jenny, elle aurait pu être, enfin, mon héroïne, elle aurait pu tout aussi bien me verser là-dedans, c'est-à-dire dans un geste qui ne soit même pas, qui s'inscrive même pas dans une idéologie politique, parce que souvent c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe très souvent aux États-Unis, à Columbine ou ailleurs, c'est des tueries qui sont juste des gestes comme ça de destruction narcissique, de quart d'heure de célébrité, mais qui sont même pas politiques, quoi, qui sont vraiment juste des gestes de destruction pure, quoi. Et c'est vrai que ces films-là, ça a pu un peu m'inspirer. Et au niveau de la langue, est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont donné envie d'aller vers, comme tu disais tout à l'heure, cette gouaille? Il y a ce qui m'a vraiment marqué à la lecture, c'est tu maîtrisais une alternance assez incroyable de langues en fait. Il y a des registres assez différents selon qui parle dans les personnages, et j'étais assez vraiment surpris et agréablement surpris à la lecture par cette variété comme ça de la langue que tu proposais dans le roman. Bah, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire que la langue, c'est plus que le matériau, c'est même presque la finalité dans un roman. En tout cas, moi, comme lecteur, c'est vraiment quelque chose auquel je suis extrêmement, je suis très sensible. C'est l'écriture, et c'est vrai que j'avais envie d'explorer plusieurs registres, et j'ai presque décidé de pas choisir. Et le fait d'avoir une galerie de personnages permet ça, parce que vous faites parler des gens différents, donc avec des registres de langage très différents. Moi, c'est par exemple quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans un roman de Nimier qui s'appelle Le Hussard Bleu, qui est le roman qui a donné son nom à l'école des hussards, donc une école un peu d'anti-existentialiste, un petit peu réac dans les années 50-60, avec Blondin, Nimier, Michel Déon, qui est mort il y a quelques années, des gens comme ça. Et dans Le Hussard Bleu, il fait coexister des registres très différents, puisqu'il décrit un régiment de Français, de FFL, qui pousse son avancée jusqu'en Allemagne en 1944-45, et il se met dans la tête de chacun de ces personnages, sachant qu'il y a un officier aristo un peu cul serré, il y a un mec un peu brut de dégaufrage, il y a un espèce de petit adjudant avec un peu une gouaille de Titi de Ménilmontant, quoi. Il y a toutes ces langues-là qui s'expriment, et j'ai adoré ça. C'est vrai que c'est réjouissant, et puis on a une langue en fait qui est d'une richesse absolue, quoi, et qui est en mouvement. Et moi, c'est quelque chose auquel je crois énormément, c'est que les discours un peu déclinologues sur la langue française, de dire que finalement notre langue elle est en train de s'appauvrir, probablement qu'il y a une réalité là-dedans, mais notre langue elle a toujours été en mouvement, et les jargons, les argots qui se développent ça et là, ça ne fait qu'enrichir notre langue, et j'ai voulu qu'il y ait aussi un peu des punchlines de filles de cité, et en même temps un président qui parle un français hyper suranné, un peu compassé, et que toutes ces langues-là coexistent, quoi. D'accord. Et plus sur la mécanique, donc là on a parlé de la langue, et sur la mécanique, tu empruntes beaucoup au code du polar, dans la rythmique, dans la succession des événements. Est-ce que c'était un choix, finalement, une vitesse de narration pour mettre un peu en miroir la vitesse à laquelle peut aller la radicalisation, ou est-ce que c'était indépendant, c'était une mécanique que tu voulais indépendamment de l'histoire? En fait, je voulais que le lecteur tourne les pages, quoi. Donc, je crois que le polar là-dessus, il y a pas mieux, et je voulais qu'il y ait une comme ça, qu'il y ait un rythme. Et c'est vrai que récemment, j'ai lu un bouquin qui est vraiment extraordinaire, dont on m'avait parlé depuis longtemps, que j'avais jamais lu, qui est un classique, qui est 93 de Victor Hugo.
je veux dire, quand on parle de cliffhanger dans l'écriture de séries télé aujourd'hui, on n'a rien inventé, quoi. Je veux dire, Victor Hugo, c'est à chaque fin de chapitre, il y a un cliffhanger et c'est d'une efficacité, c'est d'une construction totalement hallucinante. Et donc c'est quelque chose que j'aime comme lecteur et que je voulais imprimer un peu dans mon livre, qui a un côté policier, polar. C'est vrai. D'accord. Peut-être des auteurs de polar aussi, du coup, qui ont pu t'inspirer dans la construction, ou pas forcément. Plus de romans noirs, comme ça, une portée sociale. Ouais, de romans noirs, c'est vrai, ouais. Non, après, moi, j'aime bien les polars. Par exemple, j'aime bien Chandler parce que Chandler, il y a, pour moi, c'est l'enquête policière, elle est assez annexe. C'est l'ambiance que je vais rechercher. C'est un auteur comme ça, quoi. C'est chaque fois que l'enquêteur il va rencontrer un nouveau personnage, ça va être l'occasion de planter un décor, une ambiance, d'avoir une espèce de discours un peu comme ça, enfin de dialogue qui se savoure un peu comme la tourbe d'un vieux whisky, quoi. Alors qu'il y a d'autres, c'est vrai que par exemple chez un Elroy, je trouve que la construction peut être peut-être plus en soi une forme, enfin quelque chose d'exceptionnel en soi, quoi, en plus de l'écriture. D'accord. On a fait un beau tour, hein. On est ensemble là depuis 45 minutes. Abel, déjà merci, Ouais. merci pour tout. On pourrait en parler encore pendant des heures parce qu'on n'a pas évoqué les personnages que sont les parents de Jenny, qui sont passionnants aussi dans leur petite bagarre politique au sein de la famille, avec le père qui est plutôt conservateur et la mère qui serait plus un peu écolo bobo, et rien que là c'est pareil, d'une justesse terrible, comme de toute façon tout le roman. Là ça y est, je suis dans le moment où je suis plus du tout objectif. De toute façon, Sœur, c'était mon coup de cœur de la rentrée littéraire 2019. Un livre pardon. Ouais, merci pour ton soutien, parce que je pense que c'est peut-être le premier article qu'il y a eu sur ce livre, c'était dans Lettres Envy, donc avec plaisir. Bon, le problème, c'est que j'ai pas de pif, parce qu'en 2018, c'était Le Malheur du bas d'Inès Baya, que j'avais trouvé magnifique, dans l'air du temps, où elle parlait de la question du viol. J'avais dit, c'est bon, ça va être dans la section Goncourt, ça va le faire. Bon, elle a pas eu grand chose. Donc, c'est pas très bien d'être le coup de cœur de Lettres Envy en termes de chance, mais bon, tant pis. Tant pis. Mais t'as eu un prix d'ailleurs récemment. On dit ça, mais si je dis pas. Ouais, chez nos amis belges. Chez la Belgique, voilà. Enfin, des gens qui ont du goût. Voilà. Nul n'est prophète en son pays, non, mais les Belges, après, c'est aussi une thématique qui les concerne pas mal, malheureusement. Oui, effectivement. Mais voilà, je laisse aux spectateurs le soin de découvrir Sœur, donc aux éditions de l'Observatoire. Mais allez-y, les yeux fermés, parce qu'on est dans ce qui fait du bien et ce qui fait du mal. En termes de romance, c'est que c'est une histoire dans laquelle on se laisse embarquer. On a envie de retenir Jenny par la manche. Je dis non, arrête tes conneries, va regarder Les Anges de la télé-réalité. Ouais. Et pourtant, ça fait écho à notre société, ça fait écho à ce qu'on vit. On ferme le roman, on se dit ah oui quand même. Et là, il a saisi quelque chose qui titille, qui reste dans la tête longtemps après. Et ça, c'est vraiment immense. Donc rien que pour ça, merci. Et la question, là, ça y est, là, c'est l'heure du scoop. Est-ce que tu es déjà dans l'écriture d'un nouveau livre? Tu vas nous amener où cette fois? Ouais, je suis en train d'écrire. Bah, c'est vrai que, alors j'allais dire, les circonstances se prêtent à l'écriture. En même temps, j'ai jamais eu aussi peu le temps d'écrire, parce que j'ai une fille et que l'éducation nationale, c'est quand même pas mal pour les occuper la journée. Donc merci à tous les profs de France. Mais ouais, donc j'écris un livre. Ouais. J'écris un livre avec toujours l'idée d'installer une ambiance plutôt sombre. Je pense qu'on se refait pas, plutôt sombre, enfin avec un petit ricanement, j'espère, puisse arracher quelques sourires, et toujours parler de la France, mais pas forcément parler de notre société, quoi, mais avec un biais plutôt dystopique. Après, voilà, c'est un projet en cours, donc c'est difficile d'en parler avec précision, mais ouais. En fait, au départ, je veux toujours faire un livre qui soit un peu post-apocalyptique, mais je reconnais que ce qui se passe en ce moment, ça m'aide pas forcément. Enfin, c'est pas facile dans l'écriture, parce que on veut parler de. Enfin, je pense que écrire des dystopies, écrire pas forcément de la SF, mais des livres post-apocalyptiques, après ce qui s'est en train de se passer, je pense que ça va être plus
paradoxalement peut-être plus difficile parce que finalement la réalité elle est sous nos yeux quoi et elle dépasse les scénarios les plus dingues qu'aient pu pondre des auteurs de SF ou de dystopie et donc c'est difficile je trouve d'avoir une distance romanesque vis-à-vis de scénarios de cette nature. Et puis même, est-ce que finalement t'es pas condamné à être un peu un espèce de devin parce que tu veux écrire sur la France, mais on sait finalement pas ce que sera la France dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un Ouais. numéro d'équilibriste là-dessus? T'es presque obligé de faire de la science-fiction finalement. Si tu veux parler de la France, ben on sait pas trop en fait. Ouais, c'est vrai que parler de notre pays à horizon 3, 4, 5 ans aujourd'hui, ça relève de la science-fiction. T'as raison et c'est quelque chose d'assez troublant, je dois dire. Ouais, d'assez dérangeant. Bon, en tout cas, on a hâte, on sera là, ça je peux le dire. On Ça sera une marche. armée, on sera là pour le prochain livre d'Abel Quentin. On va se diriger tout doucement vers la fin, mais avant ça, la séquence que la France, que les dom-toms, que tout le monde attend, un dernier pour la route. Donc, quelques petites questions. Maintenant, on connaît la chanson pour apprendre à mieux te connaître. Et on commence avec le sport. Le sport, ça fait pas de mal. Après 19h, évidemment, le jogging. Lionel Messi ou Johnny Wilkinson? Foot ou rugby? Ou tu peux choisir un autre sport, ça fait Ah plaisir. non, il y a même pas de débat. Lionel Messi, je pense que je suis même pas totalement à jour des règles du rugby. Enfin, pour moi, c'est, Ah, mais personne ne l'est. Même les ouais, joueurs, ouais. parfois, tu te demandes. Ouais, c'est ça. Non, non, mais ouais, non, je peux regarder un match de rugby pour l'ambiance, pour les valeurs aussi qui sont plutôt sympathiques, mais c'est vrai que moi je suis plutôt foot et c'est vrai que la planète foot est arrêtée. J'avais regardé le quart de finale de Ligue des Champions, enfin le huitième de finale de Ligue des Champions PSG Dortmund à huis clos, c'était très très étrange. Bizarre. Euh, et euh, et j'ai hâte aussi que que le calendrier sportif reprenne un peu, quoi. Oui, on sait pas, c'est pas encore très clair tout ça, mais Ouais. on espère le plus vite possible. Alors, côté cinéma, le film à voir d'urgence pendant le confinement. Si tu avais un conseil. Bah, moi, j'ai revu un film récemment, là, il y a 2 jours, qui est vraiment top, qui est un Polanski qui est Ghostwriter, avec avec Pierce Brosnan, avec un autre acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui raconte l'histoire d'un nègre de politique en fait, qui est un mec qui écrit les mémoires d'un premier ministre britannique, un peu inspiré de Tony Blair, et c'est une ambiance hyper très très sombre sur une île comme ça au large du dans les Hamptons, enfin dans ce qu'on a des États-Unis, et c'est vraiment super. Enfin, il faut voir ce film et c'est absolument brillant. Ghostwriter de Polanski. On embrasse Florence Foresti qui peut-être nous regarde. Ah oui, ouais. Donc, Non mais j'ai pas fait ça par provocation. Honnêtement, non, il non, se mais trouve que je relancerai pas la polémique. Ouais, ouais. On en a soupé. On en a soupé, je crois que c'est bon. Ah oui, il faut assumer. Ouais, On en reparlera peut-être une autre fois, mais là, ça va. Là, c'est la détente, c'est la peur. ouais, d'accord. Plus, allez, on retourne chez la littérature. L'auteur que tu n'aurais pas aimé être. Parce qu'il a eu une vie incroyable ou parce que ses bouquins te passionnent pas. Que j'aurais pas aimé être. Mhm. Ouais, c'est difficile de. Franchement, c'est compliqué. Je sais pas. Stephen Zweig, par exemple, j'ai l'impression qu'il a pas été très heureux. Bah d'ailleurs, il s'est suicidé, donc c'est Oui. quand même un marqueur assez fiable. Mais ouais, moi, c'est un auteur que j'aime bien et c'est vrai qu'il avait l'air d'être quand même d'être dans une mélancolie très très profonde et de vivre aussi un peu d'être un peu bloqué dans la nostalgie comme ça d'un bonheur passé, de sa jeunesse, de la belle époque, etc. Et d'avoir vécu particulièrement mal les 2 guerres mondiales au point de se tirer une balle au Mexique en 1940 ou dans ces eaux-là. Et donc j'aurais pas aimé être lui parce qu'il a pas l'air très heureux, tout Effectivement. simplement.
Effectivement, c'était pas le Club Med. Comment on dit? Non, 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 ouais, c'était pas monsieur, ouais, c'était pas Madame Sourire ou Monsieur Clown. Donc on enchaîne avec la musique. Cette fois, t'as le droit d'écouter qu'une seule musique jusqu'à la fin de ta vie. Tu choisis laquelle? Ah, tu peux choisir un album. On a Christian Blanchard qui Ouais. nous a dit Dark Side of the Moon. T'as le droit à un album. Il a choisi quoi? Il avait choisi The Dark Side of the Moon. Ok. Album, Non, moi, je peux simplement dire la musique, le morceau que j'ai le plus écouté depuis le début du confinement, c'est totalement obsédant. Donc, je pense que si c'est le seul qu'on garde, on devient complètement fou, mais ça peut être une expérience. Et c'est La Banane de Philippe Catherine. Ah Et oui, c'est, ah, il y a une prise de risque. je pense que justement voilà, ça peut permettre peut-être d'abréger les souffrances d'une personne en fin de vie parce que c'est totalement obsédant, mais sinon, je pense que ça peut rendre fou. Ah, c'est peut-être une solution contre le virus. Hein. Tu mets du Philippe Catherine, peut-être que Je il suis se casse, on d'accord. sait pas. Alors, on retourne dans les romans. T'as la possibilité d'être réincarné en un personnage de roman. Tu choisis lequel? Bah moi j'aimais bien. Il y a un mec qui s'appelle Gauvin dans 93 de Hugo et il est quand même. Il a l'air d'être sacrément d'être un espèce de mec assez incroyable quoi. Donc évidemment on rêve d'être quelqu'un d'incroyable et donc on aimerait bien être Gauvin dans 93. Et Comment? Hugo, bah, c'est un héros, ouais, en plus il a un nom de chevalier de la table ronde et donc c'est un aristo qui est devenu général républicain et qui a un espèce de sens de l'honneur totalement chevaleresque et totalement hors de propos aujourd'hui évidemment, me rend très sympathique. Gauvin dans 93, c'est noté, on va voir ce qu'on peut faire. Mais en attendant, les trois dernières, là c'est le sprint final. L'auteur qui est un peu surcoté selon toi, parmi les décédés ou les Ouais, vivants. ouais, bah évidemment ce serait plus facile de faire les décédés comme ça. Bah non, mais moi j'ai jamais lu parce que ça c'est même pas, je pense que c'est pas lisible. C'est pas de la littérature francophone pour moi, mais Christine Angot, le seul fait qu'elle soit là où elle est problématique, je pense. Ça dit des choses assez graves de notre petit landerneau parisien littéraire, quoi. Et encore, hein, j'ai juste feuilleté des livres dans des librairies, mais je veux dire, je pense que parfois on peut se faire une idée assez juste d'un auteur en lisant quelques pages, hein, et j'en lirai jamais plus. Non, non, mais en plus, évidemment que la littérature, c'est un truc absolument incroyable parce que cette fille rencontre un public et donc et il y a des gens de qualité qui la défendent. C'est ça qui est très étonnant. C'est vrai. C'est Et pourtant, je crois qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Je suis complètement d'avis avec toi que Christine Angot, je trouve que c'est une catastrophe terrible. Mais récemment, j'ai revu mon jugement et j'ai fait un mea culpa incroyable sur Amélie Nothomb. Les derniers romans, je trouvais, étaient assez mauvais. En tout cas, j'avais du mal à prendre du plaisir. Mais avec Soif, j'ai franchement été agréablement surpris. Je l'avais trouvé vraiment très bon. Donc, on sait pas, peut-être que Ouais, moi Christine j'avais bien aimé. Moi j'ai lu deux livres d'elle que j'avais bien aimé, donc elle met. Ouais, j'ai pas de problème avec Émilie Nothomb, aucun problème. on verra, peut-être que Christine Angot nous surprendra, peut-être le jour où elle arrêtera d'écrire, ça peut être une bonne surprise, on sait pas. Ouais, mais par ailleurs, c'est probablement pas une mauvaise personne. Hein. Oui, non, non, mais absolument, on la salue d'ailleurs, si on regarde. Alors Ouais, là, salut. t'as grillé la cartouche Christine Angot, donc à cette question, il va falloir trouver autre chose. La personnalité médiatique qui t'agace. T'en as un petit peu marre, on la voit partout, elle t'énerve. Je vais parler d'une personne qui m'agace plus maintenant, depuis hier, parce que je l'ai entendu et j'ai trouvé c'était Ruffin, le député de la France Insoumise, qui avait un côté un peu omniprésent et agaçant, je trouvais. Et puis j'ai entendu hier à la radio et j'ai trouvé qu'il était top et je trouvais qu'il disait des choses très intéressantes et qu'il y avait une sincérité que j'avais pas trouvé chez lui avant et du coup maintenant Ruffin m'est sympathique, donc je te donnerai plutôt le nom de quelqu'un qui a arrêté de m'agacer depuis exactement hier. Voilà, D'accord. donc salut. Donc on le salue également. Et la dernière, là forcément, on va revenir sur la littérature. Le conseil du livre à lire tout de suite pour Abel Quentin. Vraiment, c'est maintenant. On finit la vidéo, faut le lire, ce livre. Tu conseillerais quoi?
Bah, faut lire le livre que je suis en train de lire, que je trouve vraiment génial, et qui s'appelle Père et fils de Tourguenieff, et qui est le roman qui a popularisé, qui a popularisé le personnage du nihiliste, qui n'existait pas vraiment, en tout cas en littérature avant Tourguenieff, et c'est vraiment ça t'a pris une ride, et voilà, c'est juste un bijou littéraire. Père et Donc, fils de Tourguenieff. je vais pas aller chercher très loin, c'est juste que c'est celui que je suis en train de lire. Voilà. Voilà. Pourquoi pas la proximité, toujours le retour au local, évidemment. Ça marche. Et voilà, donc on y est, ça y est, on a répondu à toutes les questions, on te connaît maintenant sur le bout des doigts. Donc en attendant ton prochain livre, Abel, un immense merci pour ton temps. Merci à toi, Rémi. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était super sympa. Ah ben, formidable, j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, je me suis régalé. Donc tout le monde, maintenant il n'y a pas de... C'est un ordre. Voilà. Sinon vous vous désabonnez, ça dégage. Sœur Abel Quentin, édition de l'Observatoire, jetez-vous dessus. Peut-être un scoop, est-ce qu'une sortie en poche est dans les cartons ou on ne sait pas encore? Parce que ce serait... Normalement, oui, mais j'ai pas de date. Voilà, donc là, pour l'instant, il faut raquer les 19,90 €. J'ai pas d'autre solution. C'est pas grave, c'est pas. On prendra toutes les éditions, tout. On est parti. On est parti. Donc, Abel, merci beaucoup. On va se quitter. On se retrouve la semaine prochaine avec Marion Messina. On parlera là encore de son premier roman, Faux départ. Donc, on va encore se régaler. Et puis voilà. En attendant, vous pouvez découvrir toutes les vidéos de Let's Read Me. Vous pouvez vous abonner. Ça, c'est une bonne idée. Et puis sinon, on se retrouve bientôt. Allez, à bientôt. Vive la France. Voilà. Allez, on finit comme ça.